Donc, j'ai choisi d'intituler ma présentation « La réussite de chaque élève ». Cette locution-là, cette expression-là, elle est sur toutes nos lèvres en Ontario et en particulier dans mon conseil scolaire. Tout ce qu'on appellerait credo, devise, mission, vision, valeur, va s'orchestrer autour du fait qu'en Ontario, on a la préoccupation d'assurer la réussite de chaque élève. Je vais commencer à vous expliquer notre code de référence, la pyramide, en vous parlant des pourcentages que vous voyez à la droite, donc le 80, 15 et 5. Alors, ces pourcentages-là viennent d'une recherche par deux frères qui s'appellent les frères Fuchs, à bien prononcer, c'est dangereux, qui disait que lorsque l'enseignement en salle de classe est dispensé de façon efficace et optimale, on devrait répondre aux besoins de 80% des élèves. OK? Puis nous, on s'est dit, mais c'est excellent. Sauf que, on ne peut pas commencer à dire ça dans les écoles et pas définir c'est quoi un enseignement optimal. Donc, on a épluché des recherches, d'innombrables recherches, plus aux États-Unis, mais certaines canadiennes aussi. Et puis, dans le fond, on s'est servi de ce prétexte-là pour répertorier ce qui était perçu comme un enseignement efficace. OK? Alors, le B, c'est pour base, donc la base de la pyramide, renferme toutes les interventions jugées optimales en enseignement. Donc, l'enseignant, pour qui c'est vrai que 80% de ses élèves réussissent, il fait quoi pendant la période? Qu'est-ce qui fait que l'autre à côté ne fait pas? Ou qu'est-ce qui fait de différent, ou de mieux, ou de plus? Donc, on est allé éplucher tout ça. Et puis, on a rédigé, si vous voulez, un document. Les morceaux que vous voyez en dessous, ce sont des piliers. Donc, ce sont des morceaux qui se retrouvent, oui, à la base, mais aussi au soutien qui se situe au-dessus. Donc, parce que c'est peu lisible, je vais vous préciser quand même, le pilier de gauche, c'est la gestion de classe, facteur numéro 1, okay? Parce que tu peux avoir de très bonnes stratégies d'enseignement, mais si les élèves courent sur les bureaux, tes stratégies ne serviront pas à grand-chose. Alors, gestion de classe, gestion d'enseignement et d'apprentissage, et gestion de curriculum. Donc, ça, c'est important tout au long de la pyramide, et on va retrouver ça dans le document. En dessous, vous avez l'évaluation au service de l'apprentissage, qui est aussi très importante, et je vais en parler davantage lorsqu'on va embarquer dans le thème des cas. Okay? Alors, naturellement, l'enseignant le plus efficace va quand même avoir un pourcentage d'élèves pour lesquels cela ne conviendra pas. Okay? Donc, on ne comblera pas les besoins de tous les élèves, ça nous en laisse 20%. Donc, nous, ce qu'on a fait par la suite, c'est qu'on a répertorié les prochaines étapes à faire en 3 soutiens. Donc, le soutien 1, intervention préventive, soutien 2, intervention ciblée, et soutien 3, intervention exceptionnelle. Okay? Donc, un élève pour qui ça ne va pas en classe, on va passer au prochain soutien. Donc, ce document-là, ce qu'il dit, c'est tu fais quoi là, quand tu n'as plus rien dans ton pack-sac et tu ne sais plus quoi sortir de ton chapeau pour aider l'élève, tu fais quoi? À quel moment est-ce que tu devrais appeler la conseillère pédagogique? Mais la raison pour laquelle je vous en parle, c'est pour situer où est-ce qu'on met les caps là-dedans. Les communautés d'apprentissage professionnel, elles sont où? Elles sont dans la base. Un enseignant efficace collabore avec ses collègues sur une base régulière. Parce que pour nous, ça fait partie des interventions optimales. Donc, de la pyramide, moi, je vais vous parler de 2 choses aujourd'hui. Je vais vous parler des communautés d'apprentissage professionnel, donc l'acronyme CAP, qui est devenu un mot utilisé très couramment. J'utilise également le terme équipe de collaboration. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, la communauté d'apprentissage professionnel, c'est l'ensemble du personnel de l'école. Ce n'est pas uniquement les enseignants. Moi, je fais partie de la communauté d'apprentissage professionnel. Les enseignants,
les éducateurs, l'orienteur. Et moi, je pousse la note un peu plus loin. La dame qui travaille à la cafétéria, elle fait partie de la communauté d'apprentissage professionnel. Donc, c'est quoi une CAP? Une CAP, c'est une communauté apprenante. Ce sont des gens qu'on va regrouper, des professionnels, pour qu'ils amorcent une pratique réflexive et pour qu'ils utilisent leur quotidien pour alimenter cette pratique réflexive-là de façon régulière. OK? La collaboration, c'est une norme de la profession chez nous. OK? Essentiellement, une équipe de collaboration qui est en rencontre devrait travailler autour de ces questions-là. Qu'est-ce que les élèves apprennent? Comment est-ce qu'on le sait qu'ils l'ont appris? Qu'est-ce qu'on fait avec les élèves qui n'ont pas appris? Et qu'est-ce qu'on fait avec les élèves qui savent déjà tout ça? OK? Donc, puis, j'essaie pas de vous dire qu'ils écrivent cette question-là et ensuite ils y répondent. C'est juste que l'objectif, c'est que ça devienne la toile de fond de toutes les rencontres. OK? Alors, comme vous pouvez voir, l'outil dont on dispose pour travailler avec ces questions-là, c'est nos tâches d'évaluation. OK? Qu'est-ce qu'on veut que les élèves apprennent? On va déterminer ça quand on va créer une tâche ensemble. Comment est-ce qu'on va le savoir? On va faire ça quand on va analyser les résultats des tâches. Okay. Qu'est-ce qu'on fait avec les élèves qui n'ont pas fait les acquis? Bien ça, on va faire ça en regardant les tâches. Pas juste les notes finales des tâches. Parce que nous, on évalue par compétence comme vous. Mais c'est pas suffisant. Nous, on a une compétence, par exemple, qui s'appelle l'habileté de la pensée. Pas suffisant de dire, wow, cette évaluation-là nous démontre que les élèves ont vraiment eu de la difficulté avec l'évaluation de l'habileté de la pensée. Allons voir les tâches, allons voir où les élèves ont eu les difficultés. Parce que c'est ça qu'il faut adresser. OK? Si vous mettez des gens ensemble dans une pièce et vous leur demandez de collaborer, ils vont faire quelque chose. Bien, il y en a qui vont rien faire. Okay? Soyons honnêtes. Ils vont faire quelque chose pour la plupart. Mais la question qu'il faut toujours se poser, c'est ce qu'ils sont en train de faire, est-ce que ça a un impact sur la réussite de l'élève? Au niveau du gros bon sens, la pratique réflexive, c'est un levier très puissant pour améliorer l'apprentissage. Quand on a une équipe d'enseignants dans une pièce, on a presque certainement 100% toutes les expertises dont on a besoin. C'est juste qu'il faut se donner un contexte et un moment pour les partager. Okay? Moi, comme enseignante, j'avais des forces, mes collègues en avaient d'autres, et j'avais besoin de cheminer en sachant comment eux, ils faisaient les choses. On avait besoin d'apprendre ensemble. Okay? Donc, le dernier thème que je vais aborder avec vous, c'est le thème du changement. Parce que c'est vraiment important de s'interroger sur, quand on veut faire un changement, comment on doit s'y prendre. Puis, un changement structurel, comme celui-ci, okay, ne tiendra pas la route s'il n'est pas soutenu par un changement culturel. On sait tous qu'un iceberg est beaucoup plus volumineux sous l'eau qu'au-dessus. Okay? Donc, ici, vous avez la structure. Réfléchir à la structure, c'est de l'ouvrage. Mais c'est beaucoup moins de travail qu'à réfléchir à la culture. Donc, quand on parle de CAP, il faut y réfléchir au-dessus de l'eau et sous l'eau également. En anglais, il y a une expression qui dit « Culture eats structure for lunch ». Donc, la culture gobe la structure tout rond. OK? Alors, c'est vraiment important que vous pensiez à la culture. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se dit dans les coulisses? Donc, toute structure doit être alignée avec les intentions. Dès qu'il y a un désalignement entre les structures et les intentions, on s'expose à des difficultés. Okay? Quand on parle de culture,
je pense que ce serait vraiment important dans l'optique d'implanter la carte dans vos écoles, de réfléchir à c'est quoi le mindset ou le paradigme des gens en lien avec l'évaluation. Comment ils perçoivent ça? Parce qu'on l'a vu tantôt avec les 4 questions. L'évaluation devrait être au cœur de toutes les discussions des équipes de collaboration. Mais est-ce qu'on est prêt à repenser l'évaluation? Okay? C'est quoi la raison d'être d'une évaluation? C'est quoi son utilité? Est-ce que c'est de déterminer qui l'a eu, qui l'a pas eu, qui est bon, qui est pourri, qui s'en va en 5e, qui reste en 4e? Parce que si c'est ça, le paradigme doit être changé. Okay? Donc, au niveau du paradigme ou des perceptions d'évaluation, il faut que ce paradigme-là évolue vers ceci. Le but de toute évaluation, qu'elle soit diagnostique, formative ou sommative, certificative, c'est toujours de donner une rétroaction à l'élève. Okay? Quand une évaluation est sommative, c'est une photo dans le temps. Je suis d'accord avec ça. Mais c'est quand même un outil pour donner de la rétroaction à l'élève. Il y a une dame, c'est une Canadienne en fait, elle vient de Vancouver, elle s'appelle Anne Davies, a travaillé énormément dans le domaine de l'évaluation au service de l'apprentissage. Elle a écrit un livre qui a été traduit aussi qui s'appelle L'évaluation en cours d'apprentissage. Et dans ce livre-là, elle parle des preuves d'apprentissage. Et elle nous dit qu'il y a 3 sources fiables pour recueillir des preuves. C'est là qu'il fallait que je fasse un triangle. Tantôt, j'ai fait un triangle pour rien, là. Mais là, il en fallait un. Parce que le principe, c'est la triangulation. OK? La première source, c'est les productions. Très traditionnelles. On fait un test, on fait un projet, je l'amène chez moi, je le corrige, je le grille, je remplis tout ça. Tac! Voici ta note. Par compétence. Si j'ai bien fait les choses, j'ai mis de la rétroaction descriptive sur la grille. Et j'en ai fait tout au long du projet. Première source, ça va. Deuxième source. Observation. Je regarde l'élève en action. Donc, en mathématiques, j'enseigne les fractions. Je ne ferai jamais 100%, je suis nulle en maths. Je donne aux élèves du matériel de manipulation pendant une période. Et je circule, puis je les regarde faire. Puis idéalement, je prends des petites notes. Oh, c'est maîtriser. J'en fais un maîtriser ça. Je suis capable de montrer l'équivalence des fractions. Fantastique. Donc, ça, c'est les observations. Vous savez qui est excellent pour faire ça? Richard. Richard enseigne l'éducation physique. La semaine passée, je suis allée m'asseoir dans le gymnase, c'était le saut en hauteur. Il y a un élève qui court, puis moi, je suis là. Saute, fais tomber la barre. Moitié de ça. C'est plat. Richard, lui, c'est pour pas la barre à tomber, mon grand? Oui, monsieur. J'ai arrêté de courir avant de sauter. Mais ça, c'est les paroles de Richard qui lui a dit avant que j'arrive. OK? Donc, Richard est solide là-dedans. Mais le prof de français, pas pareil. OK? La troisième source, c'est les conversations. Ce que les élèves se disent entre eux. OK? Ou qu'ils me disent à moi aussi. Donc là, je peux mettre en place une stratégie où je m'assure que les élèves parlent, puis je circule, puis j'écoute ce qu'ils disent. OK? Donc, le choc s'en vient. Le modèle nous dit que quand on nous demande de changer quelque chose, instinctivement, on va se poser 2 questions. OK? La première question qu'on se pose, c'est est-ce que j'ai le goût de faire ça? Et ça correspond à la motivation. Et l'autre question qu'on se pose consciemment ou non, c'est est-ce que je suis capable de faire ce changement-là? Et ça se traduit dans la capacité. OK? Donc, et ça ne s'arrête pas là, parce que le modèle se divise
en 3 facteurs, si on veut. Il y a un facteur qui est personnel, ou une dimension, je devrais dire. Une dimension qui est sociale et une dimension qui est structurelle. Donc, on a une motivation personnelle et une capacité personnelle. On a une motivation sociale et une capacité sociale. Et on a une motivation structurelle et une capacité structurelle. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand quelqu'un résiste à un changement, il bloque au minimum dans une de ces 6 cases-là. OK? Donc, voici à quoi ça ressemble. Pour la motivation personnelle, il faut se poser la question, est-ce que ça répond à mes valeurs et à mes besoins? C'est un peu comme je disais tantôt au niveau de la dimension affective. Donc, bon, la gang, dorénavant, vous allez travailler ensemble chaque 2 semaines. Ça va se passer au local 187. Ça va être 1 heure à chaque fois. Est-ce que j'ai le goût de collaborer avec mes collègues? Probablement que la réponse c'est oui. Mais il peut y avoir des non. Je veux dire, il y a des gens qui ne s'entendent pas. Il y a des gens qui n'aiment pas travailler en équipe. Okay? Mais la majorité des gens vont adhérer ici. Deuxième question. Est-ce que je suis capable de travailler avec mes collègues? Okay? Donc, est-ce que j'ai les connaissances, les compétences pour faire le changement qui est attendu de moi? Instinctivement, il y a plein de gens qui diraient « Ben oui, moi j'ai les compétences pour travailler avec les autres. » Sauf que, si on n'a pas une bonne carte routière pour la carte, vous allez vous rendre compte très rapidement que les gens ne savent pas quoi faire. Okay? Nous, là, on disait aux élèves, au prof, ben là, il faut analyser les données. On s'est rendu compte, on ne savait pas comment analyser les données, on ne savait pas quelles données regarder, on ne savait pas quoi faire avec. Donc, il ne faut pas sous-estimer ça. Okay? Ça, là, c'est probablement un des plus gros blocages que j'ai vu. Ça a été difficile pour moi d'accepter que c'était ça. Je me disais, il me semble qu'on devrait être capable, comme adultes, de collaborer ensemble. Mais s'ils ne savent pas quoi faire, ça n'arrivera pas par magie. Okay? La motivation sociale, c'est est-ce que les autres encouragent le comportement ou le découragent? OK? Donc, c'est une pression sociale. Au niveau de capacité sociale, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour faciliter? Est-ce qu'il y a de l'aide? Motivation structurelle. Ici, on parle de récompense, de sanction. OK? Ici, on n'a pas de récompense monétaire pour les gens qui collaborent. La récompense, c'est de sortir de la rencontre avec des nouvelles idées et des nouvelles ressources et tout ça. C'est sûr qu'un prof un Luc qui vient de me dire « J'y vais pas à ta carte et tu n'achaleras pas avec ça », je pourrais le sanctionner. J'aurais probablement de la difficulté, mais il y a quand même cet élément-là. Okay? Mais ça, c'est pas la case qui me préoccupe le plus quand on réfléchit à CAP. Okay? Au niveau de capacité structurelle, c'est est-ce qu'il y a des choses, pas des personnes, des choses qui facilitent. Okay? Et tout ce qui est item à discussion, je fais un cercle d'apprentissage. C'est une réunion que je fais le midi, j'envoie le rendez-vous à tout mon personnel, j'inscris le thème, je donne des ressources aux besoins, et là, les gens viennent s'ils le veulent. On mange ensemble, on parle la bouche pleine, et ainsi de suite. Moi, j'arrive avec la question, et ensuite, je me tais. Et là, eux parlent, et eux donnent des idées. OK? J'ai fait ça récemment pour le sondage de satisfaction du conseil. Nos élèves, à chaque 2 ans, répondent à un sondage de satisfaction du conseil, et ça nous génère un genre de bulletin pour nous autres, à savoir est-ce que les élèves aiment l'école, se sentent en sécurité, se sentent respectés par les autres, se sentent respectés par les enseignants, trouvent qu'on utilise la technologie de façon adéquate, et ainsi de suite. Et à chaque année, mon directeur disait « Qu'est-ce qu'on peut faire pour préparer les élèves à ce sondage-là? » Donc, j'ai fait un cercle d'apprentissage
avec la question « Qu'est-ce qu'on peut faire pour préparer les élèves au sondage? » Ça a pris 30-40 minutes. Il m'avait proposé un plan exceptionnel. J'ai juste à le mettre en place. Ça venait d'eux autres. C'était leur idée. Moi, j'ai juste dit, on va faire ça à telle heure, telle place, telle personne va faire telle chose, mais c'était leur idée à eux. Si j'étais arrivée avec la même idée de dire « Bonjour tout le monde, alors le 1er mai, on va faire ça, ça va avoir lieu pendant le cours de Mme Bertillon, mais ainsi de suite. » Il aurait dit « Encore une autre affaire, ben fatigante, elle. » Mais là, ça venait des autres. Et si quelqu'un était venu me dire « Je suis pas d'accord avec ça », j'aurais pu répondre « T'aurais dû venir au stade de cancer. T'as choisi de pas venir, c'est gauche. » Mais il n'y a personne qui s'est objecté parce que ça venait du terrain. La structure, vous devez y penser une fois que vous avez réfléchi à la structure. Puis, c'est un gros défi, la structure, mais c'est rien à comparer à la culture.